vous l'avez compris, on va parler de deux pratiques innovantes. Et Pierre, toi, tu t'es pas mal intéressé à ces sujets. Tu as rencontré beaucoup de professionnels pour justement comprendre comment ces pratiques étaient envisagées, mises en place. Est-ce que déjà, pour nous mettre un petit peu dans le bain, tu peux nous recontextualiser l'origine de ces pratiques et nous expliquer pourquoi elles sont devenues aussi tendance? Ouais, avec plaisir. Alors pour aussi situer bien mon propos, ça fait un moment que je m'y intéresse en tant que DRH parce que c'est des pratiques qu'on a envisagées chez Yono, mais aussi ça fait un moment que je m'y intéresse juste en échangeant avec d'autres pairs un peu plus du domaine des startups et scale-up, sans dire que ça ne marchera pas dans les entreprises traditionnelles puisqu'il y en a qui sont en pointe là-dessus. Et quand on y a réfléchi pour le bouquin, on a fait 50 interviews avec Michel Barabel qui est mon co-auteur précisément sur ces sujets pour comprendre, dès lors que ces entreprises les avaient mis en place, à quel phénomène plus globaux c'était lié, parce que c'est rarement une idée qui est arrivée comme ça, ce sont des pratiques beaucoup trop fortes pour se dire, tiens, c'est une bonne idée, mettons-la en place. Dans les raisons à l'origine de ça, je vais essayer de dresser le tableau le plus exhaustif possible. Il y avait, même avant le Covid, déjà une demande très croissante de flexibilité de la part des collaborateurs. Et le Covid a fait exploser ça. Quand tout le monde a expérimenté le télétravail, beaucoup plus difficile de revenir en arrière et d'imposer des horaires précis, des congés très contraignants, un temps de travail qui ne permet pas de bien articuler sa vie perso. L'exemple le plus parlant, c'est qu'en 2019, c'était encore courant pour beaucoup de monde, quand on avait le plombier qui doit venir réparer quelque chose à la maison, en fait, on posait sa demi-journée. Et donc, parfois, il venait un quart d'heure et on perdait une demi-journée de congé pour un quart d'heure. Aujourd'hui, que ce soit avec le télétravail ou des horaires plus flexibles ou des congés plus flexibles, pour donner ces quelques exemples, en fait, on s'arrange, l'entreprise fait confiance. Si on perd un peu de temps, on le rattrape plus tard. Et c'est cette demande croissante de flexibilité qui fait qu'on ne veut plus perdre du temps perso pour différentes contraintes qu'on a. Là, j'ai parlé d'un plombier, mais il y a les contraintes familiales, il y a les loisirs, il y a tout un tas de sujets. Donc ça montait déjà avant le Covid, ça a explosé depuis le Covid. Très difficile de revenir en arrière. En parallèle, deuxième phénomène fait que dans toutes les sortes d'entreprises, il y a une course au talent. Les chiffres du chômage continuent d'être plutôt bons et ça se traduit dans beaucoup de métiers où il y a des pénuries de talent qui ne cessent pas. Au fur et à mesure des années, on ajoute de nouveaux métiers dans les pénuries de talent et ça a entraîné, côté entreprise, une course aux avantages. C'est quoi le meilleur cadre qu'on va proposer? Jusqu'où on est prêt à aller pour attirer et fidéliser les talents? Parce que ça devient plus difficile qu'avant. Or, le capital humain, c'est la principale ressource de notre entreprise. Troisième phénomène, c'est là un phénomène un petit peu plus philosophique, c'est qu'il y a commencé à avoir un courant qui est à l'opposé d'un courant porté par des politiques et des économistes, qui est que, en fait, en ayant des équipes encore plus reposées, peut-être qu'on pourrait avoir des équipes encore plus performantes. Donc, on peut faire un bon parallèle avec le sport. En fait, les sportifs de haut niveau ne sont pas des personnes qui s'entraînent de 7 heures du matin à 20 heures du soir. Pourtant, en entreprise, il y a beaucoup d'entreprises où on se dit, ah bah ouais, si les équipes bossent beaucoup plus, on va produire beaucoup plus. Ça marche peut-être à une échelle très court terme, à l'échelle de la semaine ou peut-être d'un mois. À l'échelle moyen terme, non seulement les équipes, il y en a beaucoup qui ont acquis la conviction qu'elles étaient moins performantes, mais en plus, si c'est le cas de votre travail qu'on leur propose, ça va être dur de les fidéliser parce qu'elles vont aller dans d'autres boîtes qui proposent des charges de travail plus raisonnables. Et enfin, mais là, c'est dans un écosystème un petit peu plus précis que je trouve inspirant, c'est pour ça que je vais en parler, c'est qu'on a connu une explosion des startups et des levées de fonds où il y a eu des enjeux d'hypercroissance extrêmement forts et avec des fondateurs qui avaient souvent des convictions aussi RH, ils ont accéléré le phénomène d'aller vers des pratiques beaucoup plus radicales que celles qui avaient eu lieu jusqu'à présent pour répondre à cette demande de flexibilité, à proposer des avantages vraiment inédits et compétitifs et permettre en même temps d'avoir des équipes plus reposées. L'objectif premier n'était pas la performance, mais évidemment que ces entrepreneurs et RH se doutaient bien qu'il y aurait un impact positif sur la performance et qui serait attendu dessus. Voilà pour moi, en tout cas, ce que j'ai constaté dans ces tendances. Ça ne veut pas dire que les pratiques dont on va parler, elles sont totalement nouvelles. En fait, les congés illimités, il y a déjà des boîtes qui ont mis ça il y a très longtemps en place aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont que 2 semaines de congés légaux. Donc, ils partent d'un autre cadre. La semaine de 4 jours, pareil, il y a déjà eu des entreprises qui sont passées aux 32 heures sur 4 jours avant 1970.
C'est juste que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un regain d'intérêt et quand on sonde les entreprises, il y en a beaucoup, soit qui viennent de le mettre en place, soit qui disent bah, je me réintéresse à ce sujet par rapport aux problématiques d'aujourd'hui. Et c'est ce qui en fait un sujet d'actualité. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet avec Morgane pour aujourd'hui. Et surtout, on a de la matière. C'est-à-dire que même si c'est assez récent le regain d'intérêt, bah, moi je trouve qu'il y a déjà des boîtes qui ont mis ça en place depuis 3-4 ans, où on a déjà des apprentissages clés si on veut s'intéresser à ça. Parce que dans la cible, il y en a peut-être qui veulent soit le mettre en place, soit j'en ai qui m'ont contacté pour me dire bah, je viendrai au webinaire parce qu'on le lance dans pas longtemps, et d'autres qui disent bah, nous, on ne va pas aller vers des pratiques aussi radicales, mais ça nous intéresse pour tendre vers ça, de voir un peu les bonnes pratiques et les points de vigilance, parce qu'on va faire une version transitoire vers l'une de ces pratiques. On en reparlera après, je vous donnerai des exemples. Trop bien, super intéressant. Et effectivement, c'est source d'inspiration pour plein d'entreprises. Peu importe ce qu'ils ont envie de mettre en place et leur contexte, ça peut être adapté. Et en tout cas, ça peut être source d'inspiration pour pas mal de personnes. Moi, c'est quelque chose que je constate aussi auprès de mes clients qui veulent en tout cas répondre à ces nouvelles attentes, à ces nouveaux enjeux d'entreprise et qui s'intéressent, se questionnent sur la mise en place de la semaine de 4 jours ou les congés illimités, mais qui se heurtent à cette inconnu, puisqu'aujourd'hui, comme tu le dis, il y a très très peu de retours d'expérience. Justement, on va pouvoir en parler et ça va peut-être, entre guillemets, débloquer ou donner des ailes à certaines personnes qui ont besoin d'être éclairées pour mettre en place des systèmes pas forcément justement dans l'inconnu. Mais justement, avant de parler plus précisément de ces pratiques, premier sondage pour que vous puissiez prendre la parole aussi aujourd'hui dans l'audience. On aimerait bien savoir quelle est la principale motivation qui serait la vôtre pour envisager de mettre en place la semaine de 4 jours ou encore les congés illimités. Je vous l'envoie, ça va pop-up sur votre écran. On se laisse quelques secondes pour que vous puissiez y répondre et voir ensemble. Justement, vous êtes à peu près 50 personnes connectées là. Donc, parmi 50 personnes, quelles sont les principales motivations pour tendre vers ces pratiques ? Alors, principalement, améliorer l'équilibre vie pro-vie perso de ce que vous répondez et pas loin derrière, attirer et retenir les talents. Donc, ça fait écho à ce que tu disais à l'instant d'introduction, Pierre. Et effectivement, ces deux leviers-là vont être hyper importants. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Mon constat semble cohérent avec celles et ceux qui nous suivent. Complètement. Super. Alors du coup, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, en commençant peut-être par les congés illimités. Est-ce que Pierre, tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément ce que c'est déjà et nous partager les retours que tu as collectés? Oui, alors même si ça paraît assez simple à comprendre, déjà un petit point de définition pour être sûr qu'on parle de la même chose. Quand on parle de congés illimités, on parle d'un système à volonté dans lequel l'entreprise va décréter qu'on sort de la logique juridique des X jours de congés payés légaux, en général 25, et éventuellement des RTT selon le statut de la personne ou les accords liés à la durée du travail, et qu'on peut en poser autant qu'on veut, mais autant qu'on veut tout en faisant en sorte que ça reste des congés payés. On n'ajoute pas des congés sans solde à la suite. Il y a certaines boîtes qui font ça. Là, moi, je ne vais pas parler de ce cadre-là. Et l'objectif en proposant ce système à volonté, c'est de permettre aux personnes de pouvoir partir longtemps et ou souvent en congé. Souvent, quand on entend congé limité, on se dit « Ah, c'est pour des personnes qui veulent partir 3 mois faire le tour du monde et sinon, elles ne pourraient pas le faire. » En fait, ce n'est pas que ça, voire même, c'est assez équilibré. Les boîtes qui mettent en place les congés illimités, elles ont aussi une volonté de dire, en fait, si vous voulez partir très régulièrement et poser très souvent les vendredis, par exemple, vous voulez faire la semaine de 4 jours, mais juste dans votre coin seul, vous pouvez le faire. Donc, c'est pour partir longtemps et ou souvent, et ça va être important pour voir les implications pratiques que ça va avoir. Alors, vu que les inscrits sont essentiellement des RH, là, normalement, à ce stade, il y en a plein qui se disent « Ah oui, mais attends, comment ça fonctionne en droit du travail ?» Parce qu'on a un cadre qui est quand même assez précis et contraignant. Moi, quand je me suis intéressé au sujet pour Youno, mais on ne l'a pas mis en place, je vous expliquerai après pourquoi, et quand j'ai demandé aux entreprises, la plupart nous ont dit « Ça ne va pas être un sujet, mais pour respecter quand même le droit du travail, il va falloir qu'on cadre
quelques éléments. Et la manière la plus simple que j'ai vue, c'est celle qu'a déployée Alan. Alors Alan, ils appellent ça plutôt des congés flexibles. Ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est illimité à volonté, allez-y, partez tout le temps en congé. Ils veulent juste dire, si les congés légaux et conventionnels ne suffisent pas, on est OK pour vous en posiez plus. Donc ça reste effectivement de l'illimité. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils décomptent quand les personnes partent en congé. Et ils décomptent d'abord les RTT, puis les congés légaux. Et ensuite, ça devient ce qu'ils appellent des congés supra-légaux. Ça a beau être illimité, ils les comptent pour faire un suivi, et ça va être important parce qu'on va voir qu'il y a des personnes qui pourraient poser trop de congés ou pas assez, au contraire, et ça peut poser des problèmes, y compris vis-à-vis du droit du travail. Mais quand on fait ce suivi, ça va très bien, à condition qu'on s'assure que les personnes posent au moins les congés légaux. Et ça, j'y reviendrai parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles ça peut paraître paradoxal, mais quand on passe au congé limité, il y en a qui posent moins de congés que quand on était avec des congés légaux. Voilà pour ce premier élément de définition. Les bénéfices principaux, je vais aller relativement vite parce qu'il me semble assez évident. La réponse, elle est à la flexibilité et à l'équilibre pro-perso. Mais pour que ça soit vraiment un bénéfice, il faut quand même 3 ingrédients. Il faut qu'il y ait une culture de la confiance. On se fait confiance sur OK, je te laisse partir et profiter des congés limités. Tu n'as pas à te justifier si à un moment tu dois partir un mois. Alors on peut discuter de tu pars en voyage, c'est très bien, mais on ne demande pas de justification, contrairement à un modèle plus classique et très descendant où pour des congés légaux, quand quelqu'un veut en poser un peu plus que d'habitude, on lui dit mais c'est pourquoi? C'est parce que tu as un voyage ou là en fait on veut sortir de ces discussions qui ne sont pas censées regarder l'entreprise. C'est aussi pour ça que il n'y a pas de validation. Je n'ai pas trouvé d'entreprise qui ait pratiqué les congés illimités, que ce soit en France ou dans d'autres pays, où en plus, il y a une validation. En général, vu qu'il y a une culture de la confiance, on procède plus par une logique cohérente où on prévient autant à l'avance que possible. Et évidemment, il ne faut pas que la personne elle parte 3 mois au moment où elle devait rendre un projet extrêmement important et c'était prévu dans sa feuille de route. Donc, ça fonctionne en bonne intelligence et sur la base de la confiance. Et il peut y avoir des refus exceptionnels. Peut-être un manager pourrait refuser, auquel cas, il faut que ce soit justifié. C'est pas non, là tu peux pas partir, parce que sinon ça entraverait la logique des congés illimités. C'est là en fait on va avoir un événement, j'ai pas encore eu le temps de t'en parler. Du coup à cette période, ce serait vraiment important que tu sois là. Donc ça oblige les managers dans leurs équipes. Lorsqu'ils refusent, ils ont quand même cette autorisation. Ça doit être exceptionnel, mais ils doivent l'assumer et le justifier. On ne peut pas juste, ce qui est encore une pratique déjà avec les congés non illimités, moi je trouve ça absurde, de dire non, tu ne peux pas partir en congé à telle période, c'est ma prérogative en tant qu'employeur de te permettre ou non de partir en congé quand tu me le demandes, mais je ne te dis pas pourquoi. Là, ce serait encore plus absurde dans ces entreprises-là. Deuxième bénéfice, qui va peut-être moins de soi pour certains RH et certains managers, mais ça dépend de la culture, c'est l'impact sur la performance et sur l'engagement. Ce que j'ai observé et ce qui est devenu vraiment une conviction extrêmement forte dans les boîtes qui ont mis ça en place, c'est que, alors, ce qui va un peu plus de soi, c'est qu'il y a plus d'engagement. Les gens se disent c'est trop cool, la boîte, elle me fait confiance, je peux partir quand je veux en congé, autant de temps que je veux. Donc, il y a une sorte de sentiment de redevabilité, une fierté d'appartenance qui font que les équipes, ça contribue au fait qu'elles soient plus engagées. Mais aussi, ça a un impact sur la performance, puisque ça permet aux personnes de ne pas tomber dans les logiques qui sont assez néfastes, d'économiser des congés. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Alors, si j'ai un arrêt maladie, j'aurai peut-être un jour de carence, donc je ne vais pas être payé. Donc, c'est pas grave, je vais aller au boulot, tant pis, je serai plus fatigué, ou je suis en télétravail et puis je vais bosser moins et je ferai la sieste cet après-midi. En fait, on sort de cette logique-là, parce que si quelqu'un considère qu'il doit se reposer, il pose sa demi-journée et ça ne lui décompte pas quoi que ce soit dans le compteur. Il n'a pas l'impression de perdre un congé plus tard qui lui aurait permis de partir en vacances ou de le consacrer à sa famille. Et en ça fait qu'on a des équipes vraiment plus reposées et qui se retrouvent dans des dispositions où quand elles sont au boulot, elles sont plus engagées à bosser plutôt qu'à devoir gérer des trucs à moitié parce que je suis malade, parce que j'ai un rendez-vous, parce que j'ai une contrainte qui me préoccupe l'esprit. Et là, je parle de sujets simples, mais dans les sujets plus compliqués, il y a les personnes qui ont des problèmes de santé. Je pense souvent à des questions aussi que se posent les femmes enceintes qui se retrouvent parfois dans des situations un petit peu compliquées où elles ont des autorisations d'absence pour des rendez-vous, mais dès lors qu'elles ne se sentent pas bien, peut-être qu'elles vont aller piocher dans leur congé, elles n'en ont plus beaucoup. Donc on sort de toutes ces questions qui au final a un impact sur la performance, même si ce n'est pas le premier objectif. Et puis,
Là, il va de soi, c'était dans le sondage, ça sert aussi à attirer et fidéliser les talents. Je n'ai pas trouvé un seul DRH qui m'a dit non, on l'a mis en place pour attirer et fidéliser les talents. Ce n'était pas l'objectif premier. Par contre, évidemment que ça fait partie des arguments pour convaincre Encodir et même pour se lancer. Quand on veut se démarquer et dire regardez-nous la politique qu'on propose, proposer quelque chose d'aussi extrême que les congés illimités, ça attire les talents, ça fait parler, c'est médiatisé. Et ça fidélise les personnes qui l'expérimentent parce que ça change un petit peu leur vie. Et elles se disent, moi, en fait, je peux repenser le rapport à ma vie perso, le rapport à mes voyages ou à mes déplacements. Et donc, ça m'embêterait de quitter cette entreprise et cet avantage qui reste encore assez rare aujourd'hui quand ça marche bien. Quand ça marche bien, parce qu'en fait, les congés illimités, c'est pas aussi simple. Et souvent, d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler en mal dans les médias. Moi, je voudrais essayer de rééquilibrer les choses, parce que ça peut ne pas marcher, mais ça peut très bien marcher. Alors, c'est quoi les cas dans lesquels ça ne marche pas très bien? Premier cas, auquel pensent peut-être ceux qui ont les cultures les plus traditionnelles, c'est il va y avoir un risque d'abus. S'il n'y a plus de limite, qu'est-ce qui se passe, moi, si j'ai quelqu'un qui part 2 jours par semaine ou qui à un moment s'absente pendant 4 mois pour faire un tour du monde ou pour je ne sais quelle raison. En général, les entreprises qui mettent ça en place, elles ont une culture de la confiance, on l'a vu juste avant, et le risque d'abus, j'en ai pas qui l'ont constaté, ou sauf sur une personne, mais elles n'étaient même pas sûres qu'il y avait une volonté d'abus. Et à chaque fois, j'ai la même réponse qui est très porteuse de sens, c'est imaginons qu'il y ait peut-être 1 ou 2 personnes qui abusent un peu et qui partent vraiment beaucoup en congé. C'est pas grave. En fait, ça en vaut la chandelle. Parce que toute la valeur que ça va créer, tant pis s'il y a 1 ou 2 personnes qui à un moment abusent. Et encore, il faudrait vraiment s'assurer que ce soit un abus, parce qu'en fait, si elles partent souvent en congé, peut-être qu'elles ont besoin de plus se reposer, peut-être qu'elles ne sont pas épanouies au travail. Donc, on a un sujet qui est de notre responsabilité. Et ça, c'est juste un indicateur que la personne, elle n'est peut-être pas assez épanouie et donc elle part trop en congé. Donc, ce n'est pas forcément elle qui est responsable et donc il n'y a pas forcément abus. Donc, en fait, beaucoup me disent, ça, c'est un non-sujet. Par contre, et c'est paradoxal, mais c'est la beauté de l'être humain et de toute sa complexité, c'est qu'il y a certaines entreprises, et c'est elles qui sont médiatisées, ce qui fait une mauvaise publicité aux congés limités, dans lesquelles, quand les congés illimités sont mis en place, les personnes, elles ne posent pas assez de congés. Elles ne posent pas assez de congés, elles en posent moins qu'avant quand il y avait des congés légaux, ou elles en posent pas assez fréquemment, c'est-à-dire qu'elles se disent, moi, si je vais partir 2 mois cet été, j'en pose pas de janvier à juin, parce que je vais déjà partir 2 mois, c'est beaucoup. Donc en fait, elles ne se reposent pas régulièrement. Alors, ça, c'est clé. Et parfois, c'est l'inverse. Il y en a qui vont poser très souvent un vendredi ou le jeudi-vendredi pour se faire des gros week-ends, mais qui en oublient de faire des vraies coupures en se disant moi, je pose déjà pas mal de congés, je ne vais pas en plus partir 1 mois ou 1 mois et demi cet été. Or, faire une vraie coupure, c'est aussi important. Et donc, pour lutter contre ça, il y a un vrai sujet dans les entreprises parce qu'on observe des sentiments, je l'ai utilisé le terme tout à l'heure, de redevabilité. Moi, je me sens redevable, l'entreprise, elle me fait absolument confiance et donc on ose moins imposer paradoxalement. Il y en a qui le culpabilisent parce qu'ils se disent moi, je pars 2 mois, mais du coup, toutes les équipes vont rester, il y a quand même des projets importants, j'aurais peut-être pu y contribuer. Donc, les personnes culpabilisent. Et parfois, il y a un manque d'assertivité parce qu'on n'a pas été habitué à partir à volonté comme ça et d'aller déclarer et dire moi, je vais partir 1 mois dans une période qui est hors vacances scolaires où je sais que l'activité de l'entreprise est importante. En fait, ça ne va pas de soi pour tout le monde de d'oser dire ça à son manager, parce qu'en plus, ce n'est même pas une demande. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de validation. Ce n'est pas on demande, c'est on déclare. Et il y a des retours d'expérience très concrets. Salariés qui disent en fait, c'était hyper dur pour moi et donc je n'osais pas alors que j'en avais envie et que je savais qu'on allait me dire oui. Enfin, il n'y avait pas de sujet. Donc, face à ça, moi, je vois plusieurs réponses. La première, c'est il faut déjà se demander si on est dans un cadre qui incite effectivement à prendre des congés. Parce que si on est dans une entreprise dans laquelle ce n'est pas du tout la culture, en fait, il ne faut pas passer au congé illimité. C'est absurde. Il faut trouver d'autres manières de faire en sorte que les équipes se reposent plus. Mais il ne faut pas aller sur une pratique aussi extrême. Et pour ceux qui disent nous, on pense quand même qu'on a une culture qui est compatible avec ça, il faut choisir. Est-ce qu'on incite ou est-ce qu'on contraint à se reposer? Souvent, les entreprises, elles disent nous, on va inciter, on va encourager les personnes à poser des congés, on va leur dire là, ça fait un moment que tu t'es pas reposé. Mais il y a aussi des exemples où, a priori, moi, je me disais, c'est quand même un peu curieux, en fait, ça marche bien. L'exemple le plus connu, c'est celui d'Open Classrooms qui dit
En fait, pour être sûr que vous fassiez tous une coupure pendant la période estivale, si vous posez 3 semaines de congés consécutifs entre, alors j'ai plus la date exacte, mais on va dire entre le 1er juillet et le 31 août, vous aurez une prime de 1 000 euros. Donc, on ne contraint pas absolument. Ceux qui veulent faire des coupures plus longues à un autre moment, ils peuvent le faire. Par contre, 1 000 euros, c'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est une manière pour eux de s'assurer que les gens font une longue coupure et qu'en plus, qu'ils synchronisent leur coupure. Comme ça, on a plus de personnes qui partent en vacances à la même période. Donc, c'est une période de baisse d'activité pour l'entreprise. Et c'est leur moyen d'influer là-dessus, tout en gardant une logique des congés illimités. Voilà sur les principaux avantages et contraintes, sauf si tu vois un autre élément, Morgane, avant que je donne quelques retours d'expérience plus concrets. Peut-être, alors, juste avant ou juste après le retour d'expérience, comme ça te semble plus pertinent, mais pour rebondir, il y a pas mal de questions auxquelles on répondra tout à l'heure, mais il y en a une d'Emma qui peut être intéressante peut-être là pour la transition. Je te la pose, c'est est-ce que les congés illimités ne sont pas un moyen pour le manager ou la direction de refuser des évolutions de poste ou augmentations à des personnes qui en utiliseraient plus que les autres, même sans en abuser? Alors, je n'ai pas été exposé à ça, mais ça, ce serait une déviance possible du système. C'est-à-dire qu'un manager qui n'a pas trop cette culture et qui va se servir d'un avantage très fort pour dire, bon, bah, toi, tu pars souvent en congé, tant pis, tu évolueras moins. Ça, c'est un warning extrêmement rouge pour les RH. Donc, les RH devront monitorer de manière très fine ce qui va se passer pour être sûr que ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle forme de discrimination que ne voudra pas l'entreprise. La question est un tout petit peu plus complexe sur les augmentations. Je n'ai pas eu de témoignage direct, mais parfois je le devine dans les discours où je trouve que c'est cohérent. Il y a des entreprises, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est en 2023, on est sorti du Covid où il y a une crise économique. En 2022, il y a eu énormément d'inflation. L'inflation continue. D'ailleurs, ils ont annoncé hier qu'elle allait baisser, non, elle allait moins augmenter, mais pas tout de suite. Donc, on n'est pas sorti de l'inflation. Et face à ça, les politiques d'augmentation salariale, c'est difficile. Il y en a qui ont gelé les salaires ou il y en a qui ne peuvent pas suivre l'inflation. Et donc, il y a des entreprises qui disent, nous, on ne peut plus vous donner suffisamment d'argent via les augmentations de salaire que vous demandez par rapport, par exemple, à l'inflation. Donc, on va vous accorder plus de temps. Donc, il y en a qui rééquilibrent leur politique d'augmentation salariale, qui ne disent pas on gèle les salaires, on fait congé limité, ça, je n'ai jamais vu. Par contre, qui disent on sait qu'on a moins de moyens qu'avant et donc on vous donne plus de temps, mais c'est dans une logique collective. Si c'est dans une logique individuelle, là on retourne dans le problème que je décrivais. Il faut faire en sorte que ça n'arrive pas, parce qu'en fait là on a un manager qui va se mettre à contre-courant de l'état d'esprit dans lequel ont été mis en place les congés illimités. C'est quelque chose qu'on utilise normalement et on ne doit pas être pénalisé si on pose plus de congés. Sinon, là, le système, en fait, ce ne sera pas durable et ça va expliquer que certaines entreprises, parfois, sont revenues en arrière après avoir testé les congés illimités. Ok, super. Parfait. Merci pour la réponse apportée à Emma, du coup. Et écoute, je te propose de continuer sur tes retours d'expérience. Ça répondra peut-être d'ailleurs à des questions qui se posent aussi déjà dans le chat et dans l'onglet questions. Ouais. Donc, dans le cadre du livre, j'ai fait pas mal d'interviews et j'ai trouvé 3 cas qui me semblent répondre à pas mal d'interrogations pour que les gens essaient de situer leur entreprise. Epsor, quand j'ai interviewé la DRH qui s'appelle Julia Lévy, elle m'a dit, en fait, nous, on a vu effectivement l'effet médiatisé des boîtes dans lesquelles, quand on mettait en place les congés illimités, les gens en posaient moins qu'avant. Donc, on s'est dit que c'est pas vers ce type d'avantage qu'on irait. Et donc, ils ont juste ouvert le capot congé limité en disant tiens, ça a l'air sympa. Bon, il y a plein de boîtes dans lesquelles ça marche pas. Trop compliqué, c'est pas grave, on ira vers d'autres avantages. Et si les gens nous demandent plus de congés, on étudiera la question, mais via un autre modèle que l'illimité. Ce qui, je pense, est le cas de pas mal d'entreprises, parce que la presse s'est réjouie de dire ah, regardez ces entreprises qui mettent en place les congés limités. Au final, les gens partent moins qu'avant. C'est un buzz médiatique qui a fait du tort à cette pratique RH qui peut créer de la valeur. Nous, chez Youno, on s'est posé la question, alors c'était il y a un bon moment déjà, on se la repose tous les 2 ans, mais on s'était posé la question des congés illimités. Et moi, j'ai eu cette crainte aussi que certains partent moins, parce qu'on a des personnes dans l'équipe qui sont très engagées. Et en fait, j'ai fait un petit parallèle où nous, on a les horaires flexibles chez Youno, où on arrive quand on veut, on démarre quand on veut la journée, on la termine quand on veut. On n'a pas à rendre de compte sur les horaires qu'on fait.
évidemment, il ne faut pas qu'on s'en serve pour faire trop d'horaires. Et moi, j'ai dit, vu que maintenant on est en partie à distance avec le télétravail et un modèle hybride, le matin, c'est sympa sur notre outil de travail que les gens disent bonjour quand ils arrivent, pour qu'on sache qui a démarré sa journée de travail, avec qui on peut déjà échanger quand on est à distance, et qu'on dise au revoir quand on part, y compris quand on part un peu plus tôt, juste pour que les gens sachent qu'on est plus sollicitable parce qu'on est parti. Et ça a généré un effet que je n'avais pas attendu, qui est qu'au bout d'un moment, il y a des personnes qui m'ont remonté, mais est-ce que cette consigne, alors que ce n'est même pas obligatoire de dire bonjour ou au revoir sur l'outil de travail, c'est pas une manière de vérifier qu'on fait quand même assez d'horaires. Alors que nous, on a une culture du résultat, peu importe le nombre d'horaires qu'on fait, l'important c'est d'atteindre les objectifs. Et je me suis dit, s'il y a des personnes qui, malgré le cadre de confiance qu'on donne, se demandent si peut-être il y a un flicage qui serait fait de la part des RH ou des managers, malgré le discours que je peux tenir, même publiquement. En plus, moi, je me mouille publiquement, je ne le dis pas que dans l'entreprise. J'ai peur qu'il y ait un phénomène beaucoup plus gros avec les congés. Et quand j'en ai discuté avec Yannick, qui est notre CEO, lui, il m'a dit, ouais, en plus, ça risque d'être un petit peu compliqué. Faisons simple, ajoutons juste des congés et restons dans cette logique de compteur. Parce que quand on est dans une logique de compteur, qu'on sait que les congés, on va les perdre si au bout d'un an, on ne les a pas posés, en fait, on sait que tout le monde les pose. Et donc, on est sûr que les gens vont se reposer. Donc, on a juste ajouté des congés supplémentaires qui sont payés et offerts par l'entreprise via un compteur global. Et je trouve que c'était un bon feedback de mon CEO qui m'a fait à l'époque. Et on est resté sur cette logique-là pour ne pas tomber dans quelques travers. Et parce que globalement, les équipes nous disent que ça leur suffit en termes de congés. C'est rare qu'on ait des gens qui nous disent « je ne peux pas plus ». Et quand il y a des exceptions, en fait, on préfère gérer ça au cas par cas et accorder 1 ou 2 jours de congé en plus ou d'autres manières via la flexibilité qu'on propose, plutôt que de se dire on va mettre en place les congés illimités. Peut-être qu'à une autre échelle, on le fera. Mais ce n'est pas pour tout de suite si c'est le cas. Et puis, le troisième retour d'expérience que j'ai eu, c'est celui de Ignition Programme, qui est une boîte qui fait du recrutement et de la formation, où eux, ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place les congés illimités. Ils savaient qu'il y avait ce phénomène où parfois les gens pouvaient en poser moins. Et ils n'ont pas réussi à le contrer pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a certains managers ou certaines personnes qui ont une culture de la quantité de travail qui du coup partaient moins en congé. Et en fait, ça devenait une problématique RH de s'assurer qu'ils partent suffisamment en congé. Et ils ont dit, en fait, c'est pas ça les problèmes qu'on veut avoir. Donc, on va faire l'inverse. On va repartir sur les congés légaux et les RTT. Et quand les gens ont besoin de congés en plus, ils nous le demandent et on leur accorde. C'est-à-dire qu'on n'a pas de souci à dépasser le plafond légal de congés, mais on le fait comme ça pour être sûr, là aussi, qu'il y a cette logique de compteur où les gens, ils partent, parce que sinon, ils ont l'impression de perdre leur congé. Donc, c'est quand même plutôt des retours d'expérience qui montrent que ce n'est pas un modèle qui est simple à mettre en place, surtout si les gens ne sont pas habitués déjà à partir souvent en congé. Si c'est trop nouveau pour les gens, c'est peut-être pas le premier modèle qu'il faudra déployer. Il faudra aller vers soit des congés supplémentaires, soit avec d'autres formes, et c'est peut-être ce qu'on verra dans la deuxième partie. Super. Effectivement, c'est beaucoup plus parlant quand tu partages des exemples concrets et des situations d'entreprises variées qui ont testé, qui sont revenues en arrière pour certaines. Finalement, moi, ce que je retiens, c'est plus une culture, un état d'esprit flexible que des politiques et des process figés qui tendent, en tout cas qui sont censés favoriser cette flexibilité-là, mais qui, pour des raisons parfois de culture d'entreprise et même de culture des personnes et de culture française, c'est ce que je disais dans le chat aussi, je pense qu'en France, on a aussi un rapport au travail qui est particulier. Et du coup, même si l'entreprise, elle va prôner ces nouvelles pratiques flexibles, c'est pas forcément une évidence en tant qu'individu de s'octroyer ce droit-là. Donc, hyper intéressant de voir les différents scénarios au sein des entreprises. Ouais, tu le dis bien. Pour moi, le parallèle qui est le plus parlant, c'est à l'époque où on commençait à voir la médiatisation des startups qui avaient des locaux super cool. Parfois, il y avait des baby-foot. Et du jour au lendemain, il y a des boîtes dont c'était pas du tout la culture de donner de la place au jeu et au fun dans l'entreprise, où les DRH, ils posaient à côté d'un baby-foot sur la page marque employeur. Et donc, ça attirait les gens qui se disaient, tiens, ça a l'air, ils sont un peu modernisés ou autre. Et en fait, quand tu arrivais dans l'entreprise, on te disait que en fait, les baby-foot, il ne fallait pas y jouer, sinon ça allait faire trop de bruit. Et puis, tu es là pour travailler, tu n'es pas là pour faire du baby-foot. Ça créait des décalages. Et c'est la même chose avec les congés limités, c'est qu'on avait des boîtes qui n'avaient pas déjà la culture qui était compatible avec cette pratique. Et il faut pas c'est pas en mettant en place une pratique radicale qu'on va faire évoluer la culture de l'entreprise. Ce serait génial, moi j'aurais adoré en tant que RH, mais en fait, c'est la manière inverse que ça fonctionne. Ouais, ça peut être au final très néfaste si c'est pas fait dans les bonnes conditions aussi. Exactement.
Je vous partage un deuxième sondage pour vous donner le micro dans l'audience, pour comprendre un petit peu de votre côté quelle est votre plus grande préoccupation concernant la mise en place de congés illimités. Est-ce que de votre côté, dans votre contexte, ce serait un abus potentiel du système, une gestion de la charge du travail, des éventuelles complications juridiques, ou bien le risque qu'exposait à l'instant Pierre, que les employés posent au final moins de congés? Je vous laisse un instant pour y répondre. En parallèle de ça, j'en profite de ce moment de latence pour vous préciser et vous rappeler de poser vos questions dans l'onglet questions. Et vous pouvez même voter sur les questions qui pour vous sont les plus importantes. Comme ça, on les priorisera dans la session de Q&A tout à l'heure avec Pierre et on répondra d'abord aux questions qui ont récolté le plus de votes. Et on essaiera de répondre à toutes vos questions, évidemment. Donc du coup, là, sur ce sondage, la réponse la plus votée, c'est la gestion de la charge de travail. 40% d'entre vous répondent ça. Et ensuite, à égalité, on a l'abus du potentiel du système et les complications juridiques. Mais voilà, principalement la gestion de la charge de travail. Ben alors là-dessus, je vais faire un commentaire très rapide. Il n'y a pas de base, ou alors je n'ai pas trouvé, si quelqu'un a ces chiffres, ça m'intéresserait beaucoup, de quand une entreprise passe en congé illimité, combien les gens posent en moyenne de congés. Quand j'ai posé la question, pour l'instant, c'est en fait, ils ne posent pas beaucoup plus de congés que le système légal. Donc ça ne change pas tant que ça les choses. C'est juste qu'ils ont une nouvelle flexibilité, mais ils ne sont pas moins présents au bureau. Et ceux qui s'absentent un peu plus sont plus reposés, donc après sont plus performants. Donc l'équilibre leur semble similaire à une entreprise qui aurait un système sans les congés illimités. Et donc, je n'ai pas eu de retour, mais il y a peut-être des boîtes pour lesquelles ça arrive, hein, je ne dis pas que c'est exhaustif, sur on doit repenser la charge de travail, parce qu'au final, ils n'ont pas changé leurs objectifs, pas changé la charge de travail ou autre, et ça leur semble fonctionner de la même manière. Après, si vous avez des exemples différents, je suis preneur de vos partages. N'hésitez pas, dans le chat, on vous lit. Est-ce que tu avais d'autres éléments à partager sur les congés illimités, Pierre, ou est-ce qu'on passe à la semaine de 4 jours? Pour conclure, pour celles et ceux qui s'intéressent à cette pratique, ce qui fait que ça fonctionnerait, on n'a pas... Hop, elle est là. Ah voilà, je cherchais. Les boîtes dans lesquelles ça n'a pas marché, c'est les boîtes dans lesquelles les dirigeants et les managers, ils n'étaient pas exemplaires. Quand j'ai interviewé Aircall, elle m'a dit, nous, on avait mis ça en place aux États-Unis. Les managers, ils prenaient très peu de congés et les équipes non plus. Quand on a dit aux managers, maintenant, vous posez beaucoup de congés, vous avez un système illimité, les équipes ont suivi. Exemplarité là-dessus. Sinon, on parlait tout à l'heure de la culpabilité. Si son manager ne part pas, on n'ose pas partir parce qu'on a l'impression qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Pour aller plus loin, il n'y a pas que l'exemplarité, il y a ensuite les encouragements proactifs de dire aux équipes, en fait, reposez-vous, partez en congé régulièrement, faites des longues coupures. Et puis, les derniers éléments, c'est ceux liés à la culture. Il faut qu'on ait une vraie place dans l'entreprise pour le repos et l'équilibre. S'il n'y a pas de considération pour ça, ça ne marchera pas. Et il faut que la charge de travail reste raisonnable. Et le suivi, on en a parlé, donc je ne reviens pas dessus, pour monitorer et s'assurer que les gens ils posent effectivement assez de congés. Super. Merci pour ces conseils qui concluent bien du coup notre partie sur les congés illimités. Je sais que vous êtes impatient aussi d'avoir les retours d'expérience et les conseils de Pierre sur la semaine de 4 jours. Moi, c'est parmi ces deux pratiques, c'est la semaine de 4 jours dont j'ai le plus entendu parler après de mon équipe, avec des retours d'expérience aussi qui ont pu freiner la mise en place de cette pratique-là. Justement, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce deuxième sujet ? Oui, alors je vois l'heure, donc je vais essayer d'être le plus efficace possible sans aller trop vite. Juste pour recontextualiser la semaine de 4 jours, il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a presque 100 ans, parce que c'était en 1926, Henry Ford, que vous connaissez de nom, il a mis en place la semaine de 5 jours payés 6. Parce qu'en fait, à l'époque, on bossait 6 jours par semaine. Et donc, il est passé à la semaine de 40 heures parce qu'il avait observé que quand les gens ils partaient 2 jours, chaque semaine, ils revenaient plus reposés, ils étaient plus performants. Et c'est l'une des premières fois où il y a quelqu'un qui a dit en travaillant moins, on peut produire plus. Et puis le modèle, il a infusé quasiment tous les pays du monde. Donc en fait, on est déjà dans un système où on pratique déjà la semaine de 5 jours payés 6 sans s'en apercevoir. Depuis, il s'est passé plein de choses. Le travail, il a été digitalisé, il se fait en asynchrone, en hybride. Bref, je vous passe les évolutions du travail. Et donc, il y a pas mal de pays dans lesquels il y a des expérimentations sur la semaine de 4 jours depuis environ 5 ans. Et là où il y en a le plus, c'est en Europe. En France, nous, on a fait un sondage dans le cadre du livre auprès de 120 startups.
parmi celles qui ne l'expérimentent pas déjà, il y en a 20%, donc 1 sur 5, qui envisagent de passer à la semaine de 4 jours. Et quand on leur pose la question pourquoi, c'est un peu la même logique que Henry Ford il y a 100 ans, c'est de dire, bah, en fait, on pense qu'en travaillant moins, on peut produire plus. Donc, ce qui est un paradigme assez fort. Et je pense que c'est pour ça qu'on entend beaucoup plus parler de la semaine de 4 jours et que beaucoup plus d'entreprises s'y intéressent, parce que c'est plus du tout la même logique que les congés illimités. Alors là, il faut qu'on parle très rapidement de la définition, parce que tout le monde ne met pas la même chose derrière la semaine de 4 jours. Et il y a des expérimentations qui ne marchent pas, mais moi, je trouve que ce n'est pas vraiment la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est quoi? C'est le fait pour une entreprise de dire, à partir de maintenant, vous allez, au lieu de travailler 5 jours par semaine, vous allez travailler uniquement 4 jours. Vous aurez un jour de repos supplémentaire chaque semaine. On maintient votre niveau de salaire. Donc, il n'y a pas de baisse de salaire alors que vous travaillez un jour de moins. Et on maintient les objectifs. Pourquoi? C'est parce qu'on veut entrer dans un modèle où, en ayant des équipes qui sont plus reposées et c'est indispensable, ça va être le point crucial de la semaine de 4 jours, en travaillant pour avoir une organisation du travail plus efficace, eh bien, on pense qu'on peut avoir une performance au moins équivalente, voire supérieure. Toutes celles qui ont déjà du recul nous disent on est plus performant qu'avant. Mais ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est déjà d'accorder un jour de repos de plus par semaine sans perdre en performance. Et la question clé, c'est la question du temps de travail. Parce qu'en fait, il y a 2 semaines de 4 jours. Si je devais résumer pour aller vite, il y a les entreprises qui disent, bah, nous, on va comprimer les 5 jours. Donc, pour ceux qui sont aux 35 heures, on va les comprimer sur 4 jours. Donc, ça fait 4 grosses journées. Et d'autres qui disent, non, on va quand même un peu réduire le temps de travail. Moi, je vais surtout vous parler de celles où on réduit le temps de travail et où les entreprises passent à 32 heures, parce que toutes les expérimentations, y compris en France, il y avait je crois que c'est la CPM ou l'URSSAF de Picardie qui avait fait un énorme communiqué dans le service public, enfin semi-public, on va passer à la semaine de 4 jours. Et en fait, il y a quasiment personne qui a voulu passer à la semaine de 4 jours parce qu'ils comprimaient les 35 heures. Et donc, tous les gens qui avaient des contraintes familiales ou de loisirs, ils disaient, mais moi, en fait, ça me fait des plages horaires énormes du lundi au jeudi et c'est pas compatible avec ma vie personnelle. Et je n'ai pas trouvé d'expérimentation à 35 heures sur 4 jours qui a fonctionné. Il y en a peut-être, mais je n'ai pas trouvé dans ma veille et dans les études que j'ai regardées, que ce soit en France ou en Europe. Par contre, dès lors que c'est à 32 heures, ça fonctionne parce que, OK, les journées seront un peu plus grosses que quand on avait 5 jours à 35 heures, mais ça reste compatible avec la vie personnelle, la vie de famille, les loisirs, etc. Donc, le temps de travail, on va considérer dans nos propos qu'il est passé à 32 heures sur 4 jours. Le jour non travaillé, il y a 3 modèles. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que les autres, parce qu'en fait, ça dépend du contexte. Donc, ce fameux 5e jour non travaillé. Il y a des boîtes qui disent, bah, chez nous, ça va être tout le monde pareil. Phantom Buster, qui est une startup que j'ai interviewée, eux, ils ont dit, bah, nous, ce sera le vendredi. Comme ça, tout le monde a un week-end de 3 jours. Et le jour off, il est commun à tout le monde. Donc, on sait que jeudi soir, bah, il n'y a pas d'urgence. Les prochains sujets qui seront travaillés, ce sera le lundi. Ça a cet avantage-là. Il y a à l'opposé, et c'est ce que fait LDLC, qui est l'entreprise la plus emblématique de la semaine de 4 jours, où le jour est flexible, c'est-à-dire que chaque personne, alors évidemment on se coordonne au sein des équipes, mais va choisir quel est son jour non travaillé. Et c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, ou le samedi, puisque certains, il y a des boutiques LDLC qui sont ouvertes le samedi. Donc chacun choisit. Et la majorité des boîtes, je ne sais pas si c'est le meilleur modèle, mais pour l'instant c'est la majorité des boîtes, choisit semi-flexible. C'est-à-dire qu'on va proposer par exemple 2 jours au choix, et souvent c'est le mercredi ou le vendredi, pour qu'on assure quand même une continuité de service tout au long de la semaine pour les relations commerciales, les relations clients, la fabrication d'un produit si on est dans des fabrications continues, etc. Donc selon les boîtes, ça ne va pas être le même fonctionnement, mais globalement, tout a l'air de fonctionner, peu importe les 3 modèles que je viens de vous décrire. Il y en a aussi qui sont sur des alternatives, donc je fais un petit zoom là-dessus et puis on en reparlera juste si vous avez des questions, qui disent nous on n'est pas encore sûr d'aller vers la semaine de 4 jours, donc soit on accorde des congés supplémentaires pour que les gens ils se fassent leur propre semaine de 4 jours et ils posent des congés tous les vendredis s'ils veulent, soit on fait la quinzaine de 9 jours. La quinzaine de 9 jours, c'est quoi? C'est la semaine de 4 jours, une semaine sur 2. Ça c'est pour ceux qui sont allés trop vite vers la semaine de 4 jours et qui ne veulent pas revenir totalement en arrière, ou pour ceux qui veulent y aller progressivement. Et pour maintenant voir un peu la valeur que ça crée et les points de vigilance qu'il faut avoir, moi, je vous invite à juste faire une petite pause dans votre tête et à ne pas essayer de juger la semaine de 4 jours avec votre vision du travail d'aujourd'hui. Et le meilleur parallèle que je puisse faire, c'est le télétravail. Le télétravail, à l'époque, tout le monde disait « Ah, mais si les gens sont en télétravail, ils bosseront moins, ils pourront glander plus facilement, on ne pourra pas contrôler le travail. »
Et puis là, aujourd'hui, on a énormément d'études qui ont dit qu'au début, le télétravail fait que les gens ont bossé beaucoup plus. Alors, c'est plus le constat unanime aujourd'hui, mais en fait, il s'est produit l'effet inverse de celui qu'on pensait. Mais la semaine de 4 jours, c'est tellement un changement de paradigme, je vais essayer de vous l'illustrer de la manière la plus concrète possible, que si on le pense avec notre rapport au travail aujourd'hui, on pourrait sous-estimer la valeur que ça crée et surestimer les risques d'inconvénients pour l'entreprise. Donc, on va essayer de ne pas tomber dans ce travers-là. Et avant de voir les avantages inconvénients, il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe, ce fameux jour non travaillé qui parfois fait peur aux entreprises. Donc là aussi, il y a 3 écoles qui en général sont adoptées 1 ou 2 mois après la mise en place de la semaine de 4 jours, quand on a vu comment ça se passait dans l'entreprise. Il y en a qui disent, chez nous, le jour, il va être flexible. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui veulent travailler, il n'y a pas de souci. On ne veut pas que vous soyez en stress si c'est le vendredi, le jeudi soir, de dire, mince, j'ai pas fini la semaine et je vais y penser jusqu'au lundi. Si vous avez besoin d'y accorder 1 ou 2 heures ou 3 heures, en fait, on vous fait confiance. Par contre, si vous ne bossez pas, il n'y a absolument aucun souci. Ça, c'est le cas notamment de Welcome to the Jungle qui propose ça. Deuxième école, c'est non, il y a 4 jours, il y a 0 exception, on fera tout pour que ça n'arrive pas. Phantom Buster, ils sont sur ce modèle et ce qu'ils font, c'est qu'ils prévoient des points pour ceux qui, vu que c'est le vendredi, le jeudi soir avec les managers, pour voir s'il y avait des urgences ou des trucs, de dire on va les décaler, on va les déléguer, mais on va faire en sorte de purger la charge mentale liée à des urgences qui n'auraient pas été terminées pour être sûr que les gens ils soient sereins quand ils partent le 5e jour. Et puis, LDLC, eux, ils ont une autre pratique. Je n'ai pas trouvé d'autres boîtes qui faisaient ça, mais je trouve ça très malin. C'est de dire si des fois, il y a des pics d'activité qui nécessitent ponctuellement de travailler 5 jours par semaine, pas durablement, en fait, si vous travaillez 5 jours, vous avez travaillé un jour de plus, donc vous le récupérerez et vous ferez des semaines de 3 jours plus tard. Ça, c'est les 3 possibilités. Donc là, vous avez un peu tout le champ des possibles et l'esprit de la semaine de 4 jours. Donc les bénéfices, c'est pour ça qu'on en parle autant et qu'autant de boîtes s'y intéressent. Évidemment, c'est l'équilibre pro-perso. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tous les salariés qui sont interviewés, ils nous disent « c'est incroyable, je n'imaginais pas à quel point ça allait changer ma vie ». Vraiment, les gens, ils utilisent des termes aussi forts que ça. Et en fait, je pense que Laurent de la Clergerie, moi, que j'ai pu interviewer, il résume très bien les choses. Il dit, en fait, on se dit juste, on a un peu plus de repos. Il fait, non, chaque semaine, on a un jour de plus pour se reposer, d'une semaine qui était plus courte, donc moins fatigante, et ça se reproduit toutes les semaines. Et en plus, on garde les congés payés qu'il y a à côté. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on ne l'a pas expérimenté, on ne voit pas à quel point c'est vraiment game changer. Ça peut avoir aussi des inconvénients, j'en reparlerai après. Sur la performance, j'ai fait le parallèle tout à l'heure avec les congés limités, avec le sport. Beaucoup font le parallèle avec le sport. Ils disent, mais en fait, les sportifs de haut niveau, s'ils s'entraînaient de 7h du matin à 20h du soir, ils n'arriveraient même pas à la compétition. Mais on pense que le travail, c'est pareil et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, les gens travaillent encore trop et on pourrait changer ce rapport à l'efficacité. Par contre, il va falloir qu'on réorganise le travail, qu'on aide les gens à mieux gérer les priorités, gérer leur temps, gérer les urgences. Et ça va générer de l'engagement qui va, in fine, impacter la performance de l'entreprise. Il y a une boîte sur 2 qui passe au passage à une culture du résultat. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à regarder les heures de travail réalisées, mais ce qui a été produit. Donc parfois, c'est juste à l'échelle de la semaine de voir comment avancer nos indicateurs, alors qu'avant, elles avaient peut-être une culture du résultat moins poussée et moins monitorée à l'échelle de la semaine ou du mois. C'était plus, tiens, ce trimestre, on a atteint nos objectifs. Non, là, elle passe sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Par contre, je n'ai pas trouvé, parce que c'est souvent la question que j'ai, est-ce qu'on sait que ça a évidemment un impact sur la performance? Quand je pose cette question, souvent ils me disent, mais en fait, nous, on ne se pose pas la question comme ça. C'est sûr, vu tout ce que ça a changé, qu'on est plus performant qu'avant. On ne voudra pas revenir en arrière. C'est extrêmement rare les cas de retour en arrière. Par contre, c'est trop dur de mesurer l'impact sur la performance parce que la performance, elle est liée au marché, elle est liée à l'activité économique, elle est liée aux crises, elle est liée au Covid. Enfin, elle est liée à tellement de choses qu'on ne peut pas monitorer précisément et faire des vrais liens. Peut-être que ça influe. Et donc, en fait, ils nous disent, nous, on ne veut pas passer du temps à vérifier que ça a effectivement eu un impact positif. On en est convaincu. On a suffisamment d'indices positifs pour se dire que c'est bon, c'est un modèle. Donc, c'est un état d'esprit un peu plus global que de se dire on va devenir plus performant. Et puis, évidemment, c'est l'attraction et la fidélisation des talents. Il y a une enquête que je vous partage qui est disponible sur LinkedIn, sur les profils des personnes que je vous ai mis dans la slide, où les salariés qui étaient interrogés, il y en a quand même 1 sur 2 qui dit moi, si j'ai une opportunité dans une boîte qui fait la semaine de 4 jours, il y en a 1 sur 2 qui serait prêt à quitter son entreprise. Donc, c'est énorme. Pour attirer les Phantom Busters, la DRH me disait moi,
dans tous les entretiens, c'est le sujet, mais on a la semaine de 4 jours, enfin, c'est évidemment un sujet, mais encore une fois, c'est plus fort pour fidéliser parce que les salariés voient encore plus la valeur quand ils l'ont expérimenté. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a surpris positivement. Là, on a parlé de la valeur que ça peut créer. C'est pas si simple que ça de passer à la semaine de 4 jours. Et le point le plus important, c'est que les boîtes qui réussissent ça, c'est celles qui réorganisent le travail. C'est pas celles qui se disent, bon, bah, on va tester la semaine de 4 jours, on voit comment ça se passe. En général, il y a un énorme travail pour se dire, bah, en fait, c'est l'occasion de se poser les questions. Est-ce qu'on fait pas trop de réunions, pas trop de travail en synchrone? Est-ce qu'on gère bien les urgences, les priorités? Est-ce qu'on a automatisé assez de choses à l'ère de l'IA ou à l'ère des machines? Comment on gère le travail asynchrone. Donc, généralement, c'est le plus gros chantier de la semaine de 4 jours, c'est la réorganisation du travail, pour être sûr qu'en réduisant un peu le temps de travail et en ayant des équipes plus reposées, globalement, il n'y a pas une charge de travail qui reste trop importante, sinon bah, le modèle, il ne fonctionne pas. Les gens ils vont bosser beaucoup du lundi au jeudi et ils vont finir par être tentés de bosser le vendredi pour atteindre leurs objectifs. Et du coup, ils vont bosser plus qu'avant alors qu'ils sont passés à la semaine de 4 jours. Ça, c'est le point le plus important. Et là, il y a 3 manières de faire. J'ai vu les 3 cas d'entreprise. LDLC, ils étaient tellement convaincus qu'ils ont dit bah nous, on prévoit un petit plan de réorganisation du travail, mais on passe très rapidement la semaine de 4 jours et ça sera à l'entreprise de s'adapter à ce nouveau modèle et aux équipes. Il y en a, c'est la majorité, comme Welcome to the Jungle, qui prévoit un pilote de 3 mois, juste pour voir quel est ce nouveau rapport au travail et tous les ajustements qu'on ne peut pas anticiper tant qu'on n'a pas vécu la semaine de 4 jours. Et il y en a d'autres qui vont progressivement, qui commencent par, je vous avais donné l'exemple de la quinzaine de 9 jours, pour commencer à voir ce changement du travail et le faire avec la technique des petits pas. Dans les sujets, quand on anticipe ou quand on passe à la semaine de 4 jours récurrent, il y a la gestion des craintes, puisque ce qui remonte dans les sondages, c'est que certaines personnes, et notamment les managers et commerciaux, ont des craintes de ne pas arriver à gérer à effectif et à objectif constant le fait de réduire le temps de travail et de passer sur 4 jours. Et les entreprises qui réussissent à adresser ces craintes, c'est celles qui prennent position et qui disent bah, c'est pas grave, si pendant les 3 premiers mois on n'atteint pas nos objectifs, en fait il faut le temps qu'on apprenne. Donc c'est pas grave, on va changer le rapport aux variables, le rapport aux objectifs, et il n'y a pas de souci. Ça, c'est extrêmement fort, mais il n'y a que la direction qui peut le faire. C'est pas le RH qui peut prendre position là-dessus. Et puis, il y a un accompagnement des équipes. Et là, les boîtes, elles vont assez loin. Il y en a qui vont jusqu'à du soutien psychologique. Il y en a beaucoup qui font du coaching sur la gestion de la productivité, de la confiance en soi, parce que ça touche à l'estime de soi aussi, d'atteindre les mêmes résultats en moins de temps. On se demande si on en est capable. Donc, il y a un niveau d'accompagnement assez fort à penser. Et puis, on va se poser la question principale. Bon, bah, si ça ne marche pas au début, enfin, les premiers mois, qu'est-ce qui se passe si on prend du retard sur nos objectifs? Les entreprises qui gèrent le mieux ça, parce que souvent, c'est ce qui arrive au début. C'est rare que dès le début, la semaine de 4 jours, on fasse exploser les objectifs. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu plus compliqué. Les entreprises, elles formalisent les attendus et elles le monitorent à l'échelle de la semaine pour mesurer ça et à nouveau reprendre parti de dire bon, là, on est un peu en retard sur les objectifs. C'est pas grave. On s'est donné, par exemple, un pilote de 4 mois. Attendons les 4 mois et puis on fera le point au bout de 4 mois sur les manquements ou organisations si on en est toujours là. L'implication des managers, elle est cruciale. Les boîtes, en général, elles reviennent à nouveau sur on a encore du temps de travail asynchrone qu'on peut faire. On fait trop de réunions qui mobilisent du temps en même temps, donc on peut gagner encore en efficacité là-dessus. Et s'il y a une crise, je n'ai pas trouvé d'entreprise qui ait vraiment traversé une crise, mais Laurent de la Clergerie de LDLC, il me dit en fait, c'est une crise, on ne reviendra pas en arrière. On est plus performant maintenant qu'avant. Donc pourquoi, s'il y avait une crise, on reviendrait à travailler 5 jours par semaine? Parce que du coup, on retrouverait les effets de l'usure du travail. Donc pour l'instant, la réponse que j'ai, qui ne me semble pas être une réponse de principe, mais une réponse sincère, c'est en fait, si ça fait suffisamment longtemps qu'on le fait, on est plus fort face aux crises avec la semaine de 4 jours. Donc s'il y a une crise, on ne revient pas en arrière. C'est hors de question. À condition d'avoir réussi la mise en place de la semaine de 4 jours, bien évidemment. Voilà, alors je suis allé un tout petit peu plus vite et j'espère que j'ai été quand même suffisamment pédagogique et clair. Tu me diras, Morgane, si je dois reprendre un sujet sur les principaux bénéfices et contraintes avec les quelques exemples d'entreprises qui me semblent les plus inspirants sur la semaine de 4 jours. C'était très clair. Non, honnêtement, en tout cas, de ma perception, j'ai vu tes paroles et ça m'a paru très clair et complet. De toute façon, on va bientôt rentrer dans la session de questions-réponses. Donc, s'il y a des éléments qu'on a abordés de manière trop rapide ou que vous souhaitez approfondir, c'est le moment de nous poser vos questions dans l'onglet.
En tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Je ne sais pas vous, mais ça me donne envie de tester la semaine de 4 jours, en tout cas, vu tous les bénéfices que tu nous as partagés là. Donc, hyper intéressant. Merci pour tous ces retours. Je vous lance un dernier sondage pour vraiment clôturer la partie semaine de 4 jours et avoir votre avis sur ce sujet-là. En vous demandant du coup quel est le plus grand obstacle à la mise en place de la semaine de 4 jours dans votre entreprise pour faire écho avec ce que nous partageait Pierre. De votre côté, comment ça se passe? Et en parallèle de ça, notez vos questions et votez pour les questions les plus importantes dans l'onglet questions pour qu'on puisse commencer par celles qui sont les plus importantes pour vous. Comme on a pris un petit peu de retard, on va essayer d'aller assez vite. Le plus grand obstacle à la mise en place de la semaine de 4 jours pour vous, il y en a 2 principaux. Premièrement, la résistance managériale et quasiment à égalité avec les impacts sur l'organisation du travail. Ouais, ben, c'est pas surprenant. Nous, chez Youno, on l'a envisagé l'an dernier de passer la semaine de 4 jours. Et on y était presque. Et puis, on a eu des actualités de notre secteur qui font qu'on a dû faire des virages stratégiques extrêmement importants. Et en fait, on s'est dit, on ne pense pas être capable de mener et un virage stratégique très important pour l'entreprise et une réorganisation aussi forte du travail. Alors qu'en plus, je pense qu'on est déjà bon en efficacité au quotidien. Enfin, c'est dans notre culture. Mais ça nous semblait vraiment important. On s'est dit, non, mais on verra plus tard parce que c'est un trop gros chantier au moment d'un virage stratégique. Et côté manager, j'avais un manager au CODIR et un manager hors CODIR qui se projetaient pas du tout, enfin qui avaient les craintes que j'ai exprimées tout à l'heure, qu'on aurait dû adresser. Je ne pense pas que c'était bloquant, mais c'était un vrai sujet pour eux. Yes. Alors du coup, il est 11h55. Pour ceux qui pourront déborder avec Pierre, si tu es disponible, Pierre, on pourra déborder un tout petit peu pour répondre à quelques questions supplémentaires. Et pour ceux qui doivent partir, on peut en discuter aussi par ailleurs. Vous pouvez, je pense, contacter Pierre. Oui, okay. Avec plaisir pour prendre vos questions sur LinkedIn, si vous en avez, auxquelles on n'aura pas le temps de répondre. Top. Alors, je me lance en regardant les questions les plus votées. Il y a une question d'Emma qui a reçu 10 votes. Si un collaborateur part 3 mois, il faut envisager un remplacement et dans ce cas, cela coûte cher financièrement. Ah ouais, c'est pas forcément une question, mais est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Ouais, j'ai une remarque. En fait, dans les congés limités, les gens qui partent 3 mois, c'est quand même extrêmement rare. Et quand ça se fait, dans la culture dans laquelle ça se fait, la personne, elle va prévenir longtemps à l'avance. Donc, sauf si vous êtes dans une entreprise où il n'y a que 10 personnes, mais 3 mois, c'est moins qu'en congé maternité, par exemple. Donc, en fait, ça s'organise et c'est le choix qu'a fait l'entreprise. Et du coup, il va se passer 2 choses. Soit l'entreprise, elle a absolument besoin de quelqu'un et donc elle va prévoir un remplacement, parce que c'est ça qui fait qu'elle permet à ses propres collaborateurs de partir longtemps en congé, donc elle assume jusqu'au bout. Soit elle réorganise le travail au sein des équipes pour compenser le fait qu'il y a une personne qui est absente. C'est comme si quelqu'un était en congé maternité ou arrêt maladie ou autre, sauf que là, on le choisit et on le sait à l'avance, donc c'est très positif. Mais une entreprise qui va trouver ça contraignant, en fait, il ne faut pas qu'elle passe au congé limité. Super. Merci Pierre. Et n'hésitez pas, si vous voulez débattre sur le sujet, on peut se retrouver dans le chat aussi pour avoir votre avis là-dessus. On a une question de Caroline. Caroline nous dit, il n'y a pas que la partie code du travail, mais également la partie financière avec les provisions, congés payés, congés en compta. Quel est le calcul mis en place? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas répondre à cette question, mais quand j'ai posé des questions ouvertes au DRH en disant c'est quoi les autres sujets que vous avez eus, c'est jamais ressorti. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est on trouve assez facilement les boîtes qui mettent en place ces congés limités. Elles ressortent très, très facilement sur Google. C'est de leur poser la question, mais je n'ai pas la réponse. Ok. Du coup, on a une autre question de Charlotte. Ouais. Je vois la question. Coq à l'âne, désolé, ça mélange un peu les sujets. Je respecte les votes des participants. Du coup, Charlotte me dit, je suis dans une boîte de consulting où mes collègues me disent tous, ça ne peut pas marcher dans une boîte où le business model, c'est de facturer des consultants chez des clients. La productivité est trop difficile à mesurer. Qu'en penses-tu? Alors, ça, c'est une de mes questions préférées parce que le sujet ressort souvent. Et alors, moi, je ne bosse pas dans une boîte de conseil, donc je vais adopter une posture humble. Je pense qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on regarde les boîtes de conseil, le KPMG,
ils sont passés à la semaine de 4 jours pour les salariés jeunes parents. Alors, pas pour tous les salariés, mais pour les jeunes parents depuis, je ne sais pas si depuis l'an dernier ou cette année, déjà, ils sont passés à la semaine de 4 jours. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, Accenture aussi, ils sont passés à la semaine de 4 jours. Alors attention, ils ont fait la version sans réduction du temps de travail. Mais bon, ils ont des cadres, essentiellement, ils ont beaucoup de consultants, donc ce pas des gens qui sont aux 35 heures, c'est des gens qui sont au forfait jour. Donc je pense qu'ils leur ont enlevé les RTT, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe quand on a une semaine de 4 jours qui s'applique à des cadres qui sont au forfait jour. Et donc, eux sont passés là. Alors, est-ce qu'ils sont passés par tentation de attirer et fidéliser les talents dans un secteur où on sait que les consultants, il y a un turnover de assez haut niveau, ou est-ce que c'est qu'ils ont aussi la conviction que, en fait, on peut repenser le temps d'émission, le temps de travail ou autre. J'ai pas pu interviewer la DRH d'Accenture, mais quand une boîte aussi grosse passe à la semaine de 4 jours, et il y a eu des exemples similaires aux États-Unis, c'est que, en fait, ils ont réussi à changer de paradigme et à se dire on va être plus efficace et donc on arrivera en 4 jours sans réduire le temps de travail à proposer un modèle qui va convenir aux consultants et aux clients. Et c'est vrai que quand on facture du temps homme, c'est pas l'exemple qui va de soi, mais c'est pour ça que dans le bouquin, on allait voir qui dans le conseil faisait ça et il y en a qui commencent à s'y mettre. Par contre, comment et qu'est-ce que ça implique, ça, je peux pas y répondre puisque je travaille pas dans ce secteur. Pour un prochain webinaire, peut-être creuser le sujet des boîtes de conseil. Ok, super. Voilà pour toi, Charlotte. Il est midi. On prend peut-être une dernière question. Oui. Et pour les autres, ce sera par ailleurs. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'inspire? Je vois, il y a eu plusieurs votes pour la question d'Ophélie, qui est une vraie question. Comment gérer les congés payés en cas de semaine de 4 jours? Et donc, elle demande, est-ce qu'on fait comme du temps partiel ou quand on pose 4 jours, en fait, ça en décompte 5 si on ne vient pas de toute la semaine. Et là, j'ai les deux cas d'entreprise, donc c'est un choix d'entreprise. J'ai vu des boîtes qui disent, ah non, nous, on a les congés payés. Alors, s'il y avait des RTT, on a demandé aux personnes de renoncer à leur RTT. Il y en a qui... Alors, pour bien répondre à la question, je vais déjà répondre à ça. Il y a les boîtes qui disent, si tu poses du lundi au jeudi et que ton jour off, c'est le vendredi, on te décompte que 4 jours, puisque tu n'as plus que 25 jours de congés payés. Et il y en a d'autres qui disent, vu qu'on est passé à la semaine de 4 jours, si tu poses les 4, on fait la même logique que le temps partiel, ça t'en décomptera 5. Ça, c'est un choix d'entreprise, ça a des avantages et des inconvénients. Mais pour les RTT, il y en a qui soit leur font renoncer aux RTT, soit leur disent, vous posez les RTT sur les jours non travaillés pour épuiser votre solde de la manière la plus juridique, la plus fiable, parce que c'est ce que leur avocat leur a dit de faire. J'ai vu d'autres avocats qui disaient qu'on pouvait renoncer au RTT aussi. Voilà, je profitais pour répondre à 2 questions d'un coup. Parfait, trop bien. Merci, c'était rapide et efficace. Désolée pour les autres questions auxquelles on n'a pas forcément pu répondre, mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et notamment vers Pierre pour approfondir ce sujet-là. Et du coup, c'est la transition parfaite parce que pour approfondir ce sujet-là, il y a un ouvrage dont Pierre va pouvoir vous parler qui risque de fortement vous intéresser. Oui, il sort dans 1 mois et 4 jours. C'est l'ouvrage dont je vous parlais où on a fait toutes ces interviews. On a interviewé 50 startups et scale-up pour aller voir ce qui se passait dans ce monde-là. Et on a interviewé des DRH, mais aussi des CEO pour avoir l'avis des dirigeants, avec des boîtes comme Align, Shine, 360 Learning, Backmarket, enfin plein de boîtes qui sont allées vers des pratiques assez clivantes et parfois qu'on a l'impression qu'ils sont souvent extrêmes et qui ont pour la plupart du temps réussi à les faire fonctionner, avec aussi une enquête auprès de 120 startups pour voir quelle est la proportion de ces pratiques dans les entreprises. Est-ce que c'est une pratique vraiment encore en naissante ou est-ce que déjà la moitié l'ont adopté comme pas mal de pratiques? Donc la promesse, c'est que c'est du retour d'expérience terrain. On n'a pas essayé de conceptualiser, de théoriser les choses parce que ces pratiques sont assez récentes et c'est disponible déjà en précommande. Alors s'il y en a que ça intéresse, allez plutôt sur le site de la FNAC parce que s'il y a plein de précommandes à la FNAC, on sera peut-être en tête de rayon et ce serait assez chouette. Et si vous avez des questions d'ici là sur un sujet, n'hésitez vraiment pas, notamment sur LinkedIn. Je réponds à tous mes messages LinkedIn. Génial, trop bien. Effectivement, je pense que ça va être un super ouvrage là pour la rentrée et pour plonger concrètement dans ces sujets-là. Moi, je vais me le procurer et Charlotte nous dit dans le chat qu'elle aussi, elle va se le procurer. Donc, n'hésitez surtout pas. Et contenu gratuit côté Aigo que vous pouvez feuilleter pour aller un petit peu plus loin. La première chose, c'est que je tiens un mardi sur 2 une newsletter qui va vous apporter une veille sur les pratiques RH, des sujets innovants, mais aussi des sujets du quotidien. Tout ça sur l'expérience candidat, l'expérience collaborateur et le futur des ressources humaines. Donc, si ça vous intéresse,
Vous pouvez vous y abonner gratuitement. Je vous ai mis le lien directement dans le chat. Et deuxième ouvrage côté Aigo, c'est un livre blanc sur le People Operation. C'est une nouvelle approche qui vise justement à amener plus d'agilité et plus d'innovation au sein des organisations des départements RH. Donc, si ça vous intéresse de découvrir ce que c'est et d'approfondir ce sujet-là, je vous partage aussi le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Merci de nous avoir suivis pendant 1 heure et d'avoir un petit peu débordé avec nous. Et encore un grand, grand merci à toi, Pierre, pour tous tes retours et ta gentillesse. Merci pour l'invitation. J'espère que ça a plu à toutes celles et ceux qui sont venus. Et puis à la prochaine, au plaisir d'en reparler aux occasions qui se présenteront. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Bonne journée à tous. À très vite. Salut. Au revoir. Ciao.